Nous avons déjà dit que la musique rythmique donnait des règles pour assujettir à une mesure certaine tous les mouvements du corps et de la voix, de manière qu'on pût en battre les temps. Le rythme musical, dit Aristide, règle aussi bien le geste que la récitation. Cet art enseignait donc le grand usage qu'on peut faire de la mesure et du mouvement. On verra par ce que nous allons dire sur le sujet que les anciens faisaient un très grand cas de cet art. Saint Augustin dit dans l'endroit de ses rétractions où il parle du livre qu'il avait écrit sur la musique, qu'en l'écrivant son objet principal avait été d'y traiter du secours merveilleux qu'on peut tirer de la mesure et du mouvement, et au sujet de la musique 6 livres pour tout ce qui concerne la partie appelée rythme. Les Grecs reconnaissaient comme nous 4 choses dans la musique: la progression des tons du sujet principal ou le chant, l'harmonie ou l'accord des différentes parties, la mesure et le mouvement. C'était donc ces 2 dernières qu'enseignait la rythmique, qui, comme nous l'avons remarqué déjà, est partagée par Porphyre en art métrique ou mesureur, et en art rythmique ou art du mouvement. Platon, pour dire que le mouvement est l'âme d'un chant mesuré, dit que le rythme est l'âme du maître. Le maître, écrit Aristote, n'est encore qu'une partie du rythme. On lit dans Quintilien, si je l'entends bien, qu'il ne faut pas qu'une mesure emprunte sur l'autre, mais que celui qui bat la mesure a la liberté d'en presser ou d'en ralentir le mouvement. Les rythmes ont des temps libres, les maîtres ont des temps fixes. Aristide Quintilianus écrit que suivant plusieurs, le maître différait du rythme, comme le tout diffère de sa partie. Le maître est constitué par les battements de pieds, mais d'autres disent que le maître diffère du rythme comme la partie du tout. Mais comme nous disons quelquefois absolument le mouvement pour dire la mesure et le mouvement, les Grecs disaient aussi quelquefois le rythme tout court pour dire le rythme et le maître. C'est en prenant le mot de rythme dans cette acception qu'Aristote a dit dans la poétique que la musique fait ses imitations avec le chant, l'harmonie et le rythme, ainsi que la peinture fait les siennes avec les traits et avec les couleurs. Les Romains, qui employaient souvent des termes grecs en parlant de musique, en savaient certainement l'étymologie et ce que pouvait changer dans la signification propre de ces termes un usage autorisé. Or, saint Augustin dit positivement qu'il était en usage de son temps de donner le nom de rythme à tout ce qui réglait la durée dans l'exécution des compositions. En musique, en effet, le sens du rythme s'étend au point que toute la partie de celle-ci, qui concerne le longtemps et non longtemps, a été appelée rythme. Rien n'est si commun dans toutes les langues que le nom de l'espèce donné au genre et le nom du genre attribué à l'espèce en style ordinaire. Sans sortir de notre sujet, nous allons voir que les Romains donnaient au mot modulatio une acception beaucoup plus étendue que la première signification. Les Romains appelaient soni ou voces, voce, le chant, l'harmonie, procentus, c'est la mesure numérique. Quand Virgile, dans une de ses églogues, fait dire à Moéris par Lycidas: dites-moi aussi les vers que je vous entendis chanter un soir, je m'en rappellerai sans peine les nombres si je pouvais me souvenir des paroles. Et ces vers que je t'avais entendu chanter seul dans la nuit sereine, je me souviens de l'air si seulement je me rappelais les paroles. Il ne veut faire dire autre chose à Lycidas, si ce n'est que bien qu'il eût oublié les paroles des vers dont il était question, il se souvenait bien néanmoins de quel pied ou de quelle mesure il était composé, et par conséquent de leur cadence. Ainsi maudit terme que les latins emploient souvent en parlant de leur musique ne signifiait proprement que le mouvement. Cependant, il appelait la mesure et le mouvement du nom seul de maudit, et même il donnait encore quelquefois le nom de modulation à toute la composition, et cela sans égard à l'étymologie de modulation. Montrons donc en premier lieu que modulatio ne signifiait proprement que la mesure et le mouvement, que ce qui est appelé rythme dans Porphyre, et montrons en second lieu que malgré cela, les Romains ont souvent donné le nom de modulation à toute la composition musicale. Nous aurons besoin plus d'une fois de supposer que les anciens se sont permis cette espèce d'inexactitude. Quintilien rapporte qu'Aristoxène, que Suidas dit avoir été l'un des disciples d'Aristote et qui a écrit sur la musique un livre qui se trouve dans le recueil de Meibomius, divisait la musique qui s'exécute avec la voix en rythme et en chant. Le rythme, ajoute Quintilien, est ce que nous appelons modulation, et le chant assujetti au noté est ce que nous appelons le ton et les sons. Ce qui concerne la voix a été divisé par le musicien Aristoxène en rythme et en mélodie,
dont l'un concerne la cadence, l'autre le chant et les sons. Lorsque Quintilien veut dire qu'il n'exige point de son orateur qu'il sache la musique à fond, Quintilien dit qu'il ne lui demande point de savoir assez bien la modulation pour battre la mesure des cantiques ou des monologues. C'était, comme nous le dirons dans la suite, les scènes des pièces de théâtre dont la déclamation était la plus chantante, c'est-à-dire la plus approchante du chant musical. Je ne veux pas que l'élève use tout son temps dans ses activités, ni qu'il mette des paroles en musique ou qu'il transcrive des airs qu'il aura entendus. Cependant, et c'est ce que nous avons à dire en second lieu, Quintilien appelle souvent toute la composition une modulation, en comprenant sous ce nom de chant le chant, l'harmonie, la musique et le mouvement. Par exemple, cet auteur, dans le 3e chapitre du livre 11e de ses institutions, où il donne des leçons si curieuses sur le soin qu'un orateur doit avoir de sa voix et sur la récitation, dit en parlant de plusieurs mauvaises manières de prononcer: il n'y a point de désagrément dans la prononciation qui me choque autant que d'entendre dans les écoles et dans les tribunaux chanter la modulation théâtrale. C'est le vice à la mode, j'en conviens, mais il n'en est pas moins vrai que ce vice dégrade l'orateur. Mais tous ces défauts sont pour moi plus tolérables que celui dont on souffre gravement aujourd'hui dans tous les procès, toutes les écoles. Chanter en parlant, je ne sais s'il est plus inutile ou plus laid. En effet, qu'est-ce qui convient le moins à un orateur que ces modulations de théâtre? On voit que Quintilien comprend le chant ou la déclamation composée dans la modulation dont il parle. C'est la composition entière que Quintilien appelle ici modulation. Dans les inscriptions qui sont à la tête des comédies de Terence, il est dit que c'est Flaccus qui en a fait les modes, ou qui les a modulées, pour dire que c'était ce Flaccus qui en avait composé la déclamation. Saint Augustin rend en quelque sorte raison de cet usage en disant que tout ce qu'un musicien doit faire est presque renfermé sous le terme de modulation. La modulation, mot qui à lui seul presque forme la définition d'une si haute science. Je pourrais encore citer plusieurs passages d'anciens auteurs latins qui ont employé les termes de modi et de modulatio dans un sens aussi étendu, mais pour convaincre le lecteur qu'on s'en servait communément pour dire toute la composition, il suffira de rapporter la définition que fait du mot de modulation Diomède, grammairien qui a vécu avant la destruction de l'Empire romain. La modulation, dit cet auteur, est l'art de rendre la prononciation, une récitation suivie plus agréable, et d'en faire un bruit plus flatteur pour l'oreille. La modulation est l'inflexion avec art d'une récitation suivie en une manière plus agréable de prononcer, la transformant en un ensemble plus plaisant à entendre. Enfin, le terme de modulation avait parmi les Romains la même signification que carmen, mot que nous ne saurions traduire suivant sa signification précise, qui voulait dire la mesure et la prononciation notée des vers, parce que n'ayant pas la chose, nous n'avons pas de terme propre pour la signifier. Il sera bientôt parlé de ce carmen. Revenons à la rythmique ou à la modulation proprement dite. Nous savons comment les anciens mesuraient leur musique vocale ou leur musique composée sur des paroles. Comme nous l'avions observé déjà en parlant de la mécanique de la poésie, les syllabes avaient une quantité déterminée dans la langue grecque et dans la langue latine. Cette quantité était même relative, c'est-à-dire que deux syllabes brèves ne devaient point durer plus longtemps dans la prononciation qu'une longue, et qu'une syllabe longue devait durer aussi longtemps que deux brèves. La syllabe brève valait un temps dans la mesure, et la syllabe longue en valait deux. Les enfants n'ignorent pas, dit Quintilien, que la longue vaut deux temps, et que la brève n'en vaut qu'un. Que la longue vaille deux unités de mesure, et la brève une seule, même les enfants le savent. Cette proportion entre les syllabes longues et les syllabes brèves était aussi constante que la proportion qui est aujourd'hui entre les notes de différentes valeurs. Comme deux notes noires doivent dans notre musique durer autant qu'une blanche, dans la musique des anciens, deux syllabes brèves duraient ni plus ni moins qu'une longue. Ainsi, lorsque les musiciens grecs ou romains mettaient en chant quelque composition que ce fût, ils n'avaient pour la mesurer qu'à se conformer à la quantité de la syllabe sur laquelle ils posaient chaque note. La valeur de la note était déjà décidée par la valeur de la syllabe. Voilà pourquoi Boès, qui a vécu sous le règne de Théodoric, roi des Ostrogoths, et quand les théâtres étaient encore ouverts à Rome, dit en parlant d'un compositeur de musique qui met des vers en chant que ces vers ont déjà leur mesure en vertu de leur figure, c'est-à-dire en vertu de la combinaison des syllabes longues et des syllabes brèves dont ils sont composés.
comme si un musicien un jour avait voulu ajouter un chant sur un vers structuré par l'arrangement rythmique du maître. D'un autre côté, comme nous l'avons dit en parlant de la mécanique des vers grecs et celle des vers latins, tout le monde savait dès l'enfance la quantité de chaque syllabe. Chacun savait donc, sans avoir fait pour cela aucune étude particulière, la valeur de chaque syllabe et ce qui était la même chose de chaque note. Quel nombre de temps les Grecs et les Romains mettaient-ils dans les mesures des chants composés sur des paroles de quelque nature que ces chants-là puissent être? Je réponds quant aux chants composés sur des vers, la mesure de ces chants, le nombre des temps de chaque mesure se trouvait être déjà réglé par la figure du vers. Chaque pied du vers faisait une mesure. En effet, on trouvera dans la suite le mot de pes, PES, qui signifie un pied, employé par Quintilien et par d'autres pour dire une mesure. Il y a néanmoins une objection à faire contre cette explication, c'est que suivant son contenu, les mesures du même chant devaient être inégales dans leur durée, parce que les pieds du même vers n'étaient pas égaux. Les uns n'avaient que 3 temps, tandis que les autres en avaient 4. En effet, les pieds qui n'étaient composés que d'une syllabe longue et d'une brève, ou de 3 syllabes brèves, ne renfermaient que 3 temps, au lieu que les pieds composés de syllabes longues ou de syllabes longues et de 2 brèves avaient 4 temps. Je tombe d'accord que cela ne pouvait pas être autrement, mais cela n'empêchait point que le batteur de mesure ne pût la marquer toujours avec justesse. Quant aux chants composés sur de la prose, on voit bien que c'était aussi la quantité d'une syllabe qui décidait de la valeur de la note placée sur cette syllabe. Peut-être les anciens ne mesuraient-ils pas les chants de cette espèce-là et laissaient-ils à celui qui battait la mesure, en suivant les principes de l'art rythmique, la liberté de marquer la cadence après tel nombre de temps qu'il jugeait à propos de réunir, pour ainsi dire, sous une même mesure. Depuis quel temps écrivons-nous la mesure de notre musique? Voilà pourquoi les anciens mettaient la poésie au nombre des arts musicaux. Voilà pourquoi la plupart des auteurs grecs et latins qui ont écrit sur la musique traitent fort au long de la quantité des syllabes, des pieds, des figures du vers, ainsi que de l'usage qu'on en peut faire pour donner plus d'agrément et plus d'expression au discours. Que ceux qui seront curieux de connaître à quel point les anciens avaient approfondi cette matière lisent ce qu'en a écrit saint Augustin dans son livre sur la musique. D'ailleurs, nous apprenons d'Aristide Quintilianus et nous voyons par ce qu'on en dit d'autres auteurs que les anciens avaient un rythme dans lequel chaque pied de vers ne faisait pas toujours une mesure, puisqu'il y avait des mesures composées de 8 temps syllabiques, c'est-à-dire de 8 brèves ou de leur valeur. C'était un moyen de remédier à l'inconvénient qui naissait de l'inégalité de durée qui se rencontrait dans les pieds du même vers. Mais comme cela regarde la musique proprement dite, je renverrai mon lecteur à ce qu'en a écrit un savant homme qui joint à une connaissance profonde de cette science une grande érudition. Burette de l'Académie des Belles Lettres. Comment les anciens marquaient-ils la valeur des notes de leur musique organique ou instrumentale, puisque ces notes ne pouvaient pas tirer leur valeur de la quantité de syllabes sur lesquelles on les aurait placées? Je l'ignore, mais j'imagine comment on pourrait donner une valeur certaine dans la musique instrumentale, à chaque séméia ou note organique par des points placés soit au-dessus, soit au-dessous, soit à côté, ou bien mettant au-dessus de chaque note l'un des 2 caractères qui servaient à marquer si une syllabe était brève ou si la syllabe était longue. Et donc chacun a su la figure dès les premières classes. Nous parlerons fort au long de ces séméias quand nous expliquerons comment les anciens écrivaient en notes le chant musical ou le chant proprement dit, et ce chant qui n'était qu'une déclamation. On sera bien plus curieux d'apprendre une autre chose, je veux dire la manière dont la musique métrique marquait les temps dans toutes sortes de mouvements du corps. Comment, dira-t-on d'abord, les anciens écrivaient-ils en notes les gestes? Comment s'y prenaient-ils pour marquer chaque mouvement des pieds et des mains, chaque attitude et chaque démarche par une figure particulière qui désigna distinctement chacun de ces mouvements? Je me contenterai de répondre ici que l'art d'écrire les notes en gestes, ou si l'on veut les dictionnaires des gestes, car nous verrons que les anciens avaient de ces dictionnaires-là, s'il est permis d'user de cette expression, n'était point du sort de la musique rythmique dont il s'agit présentement. Elle supposait l'art d'écrire les gestes en notes, un art déjà trouvé et pratiqué. C'était la musique hypocritique ou la psaltation qui enseignait cette espèce d'écriture. Ainsi, nous nous remettons à en parler que nous traitons de celui des arts musicaux que les Grecs nommaient orchesis et les Romains saltatio.
Comment répliquera-t-on la musique rythmique? S'y prenait-elle pourra servir à une même mesure et pour faire tomber en cadence, et le comédien qui récitait et le comédien qui faisait les gestes? Je répondrai que c'est une de ces choses dont saint Augustin dit qu'elles étaient connues de tous ceux qui montaient sur le théâtre, et que pour cela même il dédaigne de l'expliquer. Mais comme nous n'avons plus sous les yeux la chose dont il est question, il ne nous est plus bien facile de concevoir ce que saint Augustin dit, que tout le monde savait de son temps. Si les passages des auteurs anciens que nous rapporterons ci-dessous prouvent que l'acteur qui récitait et l'acteur qui faisait les gestes s'accordaient très bien et qu'ils tombaient en cadence avec une grande justesse, il n'explique point la manière dont ils se prenaient pour suivre exactement l'un et l'autre, une mesure commune. On trouve néanmoins dans Quintilien quelque chose des principes sur lesquels ce moyen de les accorder avait été trouvé et établi. Il paraît donc en lisant un passage de Quintilien que pour venir à bout de mesurer pour ainsi dire l'action et pour mettre en état celui qui faisait les gestes de suivre celui qui récitait, on avait imaginé une règle qui était que 3 mots valussent un geste. Or, comme ces mots avaient une durée réglée, le geste devait avoir ainsi une durée déterminée et qui pouvait se mesurer. Voici le passage. Ceux qui les premiers ont fait profession de composer la déclamation des pièces de théâtre et de les faire représenter sur la scène en ont usé très sagement quand ils ont réglé que chaque geste commença avec un sens et qu'il finit en même temps que ce sens-là. Ils ont eu raison d'introduire cette règle, car il est également méséant de commencer à gesticuler avant que d'avoir ouvert la bouche et de continuer à gesticuler après avoir cessé de parler. Il est vrai que nos artisans, pour avoir voulu être trop ingénieux, se sont trompés lorsqu'ils ont réglé que le même temps qu'il fallait pour prononcer 3 mots serait le temps de la durée d'un geste. Voilà ce qui ne se fait point naturellement, et c'est même ce que l'art ne peut apprendre à bien pratiquer. Mais nos artisans ont cru qu'il fallait, à quelque prix que ce fût, prescrire une méthode qui réglât la mesure du geste et qui déplaît également, soit qu'il soit trop lent, soit qu'il soit trop précipité. Et le principe qu'ils ont établi est ce qu'ils ont pu imaginer de mieux.